Un grand bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Tech Co, disponible sur les box bien sûr et sur l'appli aussi RMC BFM Play. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'ultra haute émission pour parler des plus belles images, des plus beaux sons et des séries et des films qui buzzent actuellement. C'est tous les mois sur la chaîne Tech Co avec au sommaire de ce nouvel UHE, eh bien l'actualité de la SVOD de ce mois, ce sera avec Pascal Le Chevalier. On reviendra sur l'offre avec pub de Netflix et toute l'actualité de la SVOD qui est très chargée en ce mois. Le top 5 des séries du mois, justement, avec Guillaume Boutin qui sera là. Et vous le savez, Sens Critique, pas mal de bonnes séries. Et puis, notre invité, ce sera le patron de l'audio de la Fnac, Fnac Darty, qui lance une bulle acoustique dans certains de ses magasins. Pour les passionnés de musique, on rentrera dans les détails. Voilà le menu. Merci d'être là. C'est parti pour l'ultra haute émission. Et comme je vous le disais, l'UHE disponible évidemment sur les box opérateurs. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur la chaîne YouTube de Tech Co et puis bien sûr sur l'appli RMC BFM Play. On attaque tout de suite avec l'actu de la SVOD et nos invités. Voilà, et pour débuter, bien sûr, cette UHE, c'est notre rendez-vous avec l'actualité SVOD, Guillaume, avec quelqu'un que tu connais bien, qu'on jalouse un petit peu quand même ce mois-ci, puisque vous le voyez, il est au soleil, il est à Cannes, il est au MIP. C'est Pascal Le Chevalier. Salut Pascal. Bonjour à tous. Salut Pascal. Bon, il y a un beau ciel bleu quand même là. On voit ton yacht, enfin on voit le bout de ton yacht au fond, là-bas, sur le côté. Voilà, il est là, il est par là. Pascal, on est prêt à parier. qui est notre spécialiste, évidemment, SVOD, consultant à WhatsApp Média. Tu es au MIP. Peut-être, avant de rentrer dans l'actualité de ce mois, Pascal, nous expliquer rapidement ce qu'est le MIP, qui est le grand rendez-vous audiovisuel en fait, de l'année, qui revient après 3 ans d'absence. C'est ça ? C'est ça. En fait, le MIP, c'est le marché international des programmes. Et après 2 années de pandémie, le MIP renaît je ne vais pas dire de ses cendres, mais redémarre avec évidemment cette année un très très gros focus sur ce qui est en train de se passer sur le marché et en partie de bouleverser, qui sont les offres de AVOD, donc de vidéo à la demande avec de la publicité, et les fameuses chaînes FAST qui permettent aussi de relinéariser des contenus de catalogue avec de la pub. Donc c'est vraiment l'effervescence de ce marché-là. Il y a énormément de conférences sur le sujet, il va y avoir des annonces aujourd'hui et c'est tout l'intérêt d'être là aussi pour glaner des infos et voir dans quel sens va le marché. Voilà, et merci d'être là, d'ailleurs, de nous faire vivre depuis Cannes, en fait, toutes ces annonces, parce que, voilà, ce salon vient à peine de commencer. On a des annonces, on va y revenir, le lancement d'Universal+, de Paramount+, en France. Mais peut-être commencer par M6, qui, bon, voilà, tout comme TF1, prennent acte, en fait, de l'échec de la fusion, et se repositionne, on va dire, sur des business qui étaient peut-être pas prévus si la fusion devait se faire, et notamment le lancement de M6 dans la SVOD payante, Pascal. Tout à fait. Alors M6, on sait pertinemment qu'ils étaient très très forts dans le replay, qu'ils ont requalifié depuis de AVOD. Donc tout simplement, toutes les émissions diffusées sur M6 qui sont proposées entre 7 et 30 jours plus tard dans une offre qui s'appelle 6play. Et là aujourd'hui, un peu à contre-courant du marché, M6 vient de lancer son offre 6play Max, qui est donc une offre payante dans laquelle il n'y a pas de publicité, dans laquelle il y aura des émissions exclusives et qui fait aussi écho à finalement ce que fait TF1, parce que TF1 avait déjà lancé une offre qui s'appelle TF1 Max, dans laquelle par exemple on va retrouver la chaîne de la Star Academy. Et oui, la Star Academy est revenue après 10 ans d'interruption. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui les chaînes de télévision essayent d'occuper en fait ce grand marché du streaming avec des offres gratuites et de la publicité, et maintenant des offres payantes sans publicité à quelques euros. Le vrai sujet aussi pour M6, c'est que dans cet univers, on se demande ce que va devenir Salto, puisque finalement M6 Play Max, quelque part, c'est un concurrent de Salto. Mais ça, on le saura dans les prochains mois. Oui, parce que c'est ce que Guillaume, justement, voulait te poser comme question, non, Guillaume ? Oui, c'est quid entre TF1 et M6 qui lancent des offres payantes. On peut effectivement se poser la question de... Et puis bon, la plateforme France TV qui devrait rester gratuite, puisque c'est du service public, on peut se poser la question quand même de l'existence de Salto. Oui,
D'autant plus que Salto, alors on sait que les chiffres qui ont été publiés au cours des différentes auditions au Sénat, etc., tournent autour de 700 000 abonnés. Le problème, c'est qu'il faut nourrir la bête et que pour nourrir le service, il faut que les chaînes consentent aussi à donner des programmes et souvent des exclusivités. Et puisque maintenant M6 et TF1 se sont lancés dans une stratégie d'exclusivité en mettant des offres payantes, on se demande comment ils vont arriver à arbitrer l'ensemble de ces programmes, sachant que, je rappelle que si la fusion s'était faite, il y avait une porte de sortie ouverte au groupe France Télévisions, et donc il ne serait resté que M6 et TF1. Le mariage n'ayant pas lieu, on peut vraiment se poser la question de l'avenir de Salto à un horizon de 18-24 mois. Oui, c'est vrai que Salto commence un peu, l'horizon de Salto commence à s'assombrir, d'autant qu'on va en parler dans un instant. Il y a pléthore de lancements de services qui vont arriver en France. Voilà pour donc M6 et sa VOD payante. Un mot sur Netflix aussi. Alors l'actualité on l'a suivi, bien évidemment. Ça y est, Netflix dégaine son offre à la fois payante, financée par la pub à 5,99. Pascal. C'est ça, 5,99. Alors avec quelques contenus en moins, pour l'instant on ne sait pas lesquels, qui seront retirés. Peut-être que Guillaume pourra en toucher un mot tout à l'heure. De la pub limitée à 4-5 minutes en pré-roll et en mid-roll. Ils ont même fait une vidéo pour nous montrer comment ça allait se passer avec les interruptions publicitaires, comme un spot de pub dans un programme classique sur la télévision en clair. On sera limité à du 720p, 5,99. Il se dit sur le marché que tous les espaces ont déjà été réservés, mais on est sold out. C'est aussi une belle performance de la part de Netflix. Et puis on attend aussi ce soir la publication des résultats du 3e trimestre, où Netflix devrait reprendre des couleurs avec un gain estimé à 1 million d'abonnés. Mais aujourd'hui, tous les analystes, en particulier aux États-Unis, disent que ce qui va sauver Netflix, c'est la VOD. Et plus le temps passe, même si Reddit Hastings dénonçait la télévision broadcast, plus le temps passe, plus Netflix se rapproche du broadcast, des programmes, des exclusivités avec de la pub. C'est de la télévision. Ouais, avec du live peut-être aussi, non? C'est vrai que Netflix c'est toujours mis un peu à côté du live, pas comme Amazon, on peut imaginer que Netflix se lance dans le live, à ton avis, Guillaume ou Pascal d'ailleurs. Alors, moi, rapidement, je pense que jusqu'à maintenant, ils ont dit jamais. N'empêche qu'ils ont participé aux enchères pour l'obtention des droits de la Formule 1 aux États-Unis suite à leur programme qui avait cartonné. C'est ESPN qui a gardé les droits de la Formule 1. Je pense qu'à moyen terme, Netflix se positionnera sur le live, d'autant plus que maintenant, ils ont une régie publicitaire. Et on sait pertinemment que les événements sportifs en live se rémunèrent partie pour des abonnements et partie pour de la pub. Et puis il faut se méfier du jamais de Netflix. Rappelons qu'il y a un an, il disait que jamais ils auraient une version de Netflix financée en partie par la pub. Et voilà, il y a eu tellement d'annonces. Pareil, le téléchargement. À l'époque, Red Hastings disait qu'il n'y aurait jamais de téléchargement puisqu'il y aurait du Wi-Fi partout. C'est vrai. Puis 2 ans après. Et puis le téléchargement est arrivé, c'était vraiment une fonctionnalité que les gens attendaient, parce que ça nous permettait dans le train, dans l'avion, de pouvoir regarder du contenu. Le téléchargement n'est pas dans l'offre à 5,99. Tout à fait. Voilà, il n'y a pas de 4K, il y a la HD 720p. Tiens, juste un mot là-dessus, pour tout l'aspect technique. On voit que Netflix abandonne le 480p. Là, on rentre un peu dans les détails, mais c'est vrai que c'était vraiment de la SD, de la standard définition. Et maintenant, même sur les offres d'entrée de gamme, on a du 720p, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. 720p aussi sur l'offre financée par la pub. Donc ça, c'est plutôt cool. Vu la taille des écrans, de toute façon, 720p, c'est largement suffisant. Alors, après, si tu as un grand écran, c'est mieux le Full HD ou la 4K, mais c'est mieux en tout cas que le 480p, tu as raison. Peut-être ajouter une petite information. Nous, on a fait un sondage récemment auprès des utilisateurs Sens Critique, donc c'est une audience évidemment très consommatrice et moins de 35 ans. Globalement, et on a été assez surpris de voir que près de 50% de nos utilisateurs regardent leur programme sur leur ordinateur et pas sur leur télé. C'est fou. Et c'est quand même un chiffre, d'autant qu'on est plutôt avec des passionnés, des gens, etc. C'est quand même près de la moitié qui regardent quand même leur programme sur mais enfin, cela dit, c'est pas parce que tu es sur ton ordi que tu peux regarder en HD ton contenu. Quand tu as un écran comme ça, bon. Ouais, mais tu vois la différence quand même. Oui, mais c'est moins. Quand tu as une grande télé chez toi et que tu es en 480 ou en 720,
Là, pour le coup, l'expérience est dégradée, quoi. En effet. Tiens, puisqu'on parle des jeunes, aujourd'hui, tous ces services de VOD sont concurrencés en fait par les réseaux sociaux, hein, Pascal. Et d'ailleurs, une étude le stipule et le démontre. Alors, le fait est effectivement qu'il y a de plus en plus d'études qui montrent que les jeunes sont en train, ça c'est un phénomène nouveau, de se désabonner des offres de SVOD. Alors ces jeunes, on a souvent dit que c'était des churners et des returners, hein, c'est-à-dire qui partaient et qui revenaient en fonction des séries. L'offre est tellement abondante et tellement chère que les jeunes commencent à se désabonner. Et pendant qu'on est en train de regarder à droite, en fait, il se passe un phénomène assez important et assez déstabilisant à gauche, c'est que c'est TikTok qui est en train de prendre des positions énormes et de progresser très très vite. Et tout le marché est en train de regarder ce qui se passe sur TikTok parce que c'est quelque chose qui échappe à pas mal de monde pour l'instant. Donc, comme d'habitude, les jeunes donnent un peu le tempo sur les nouveaux contenus. En fait, c'est le temps disponible. C'est-à-dire que tous les gens qui sont sur TikTok pendant ce temps-là ne sont pas sur Netflix ou sur Disney+. Et le problème, c'est que en fait, les algos de TikTok sont tellement puissants qu'à partir du moment où vous commencez à scroller TikTok, vous êtes cuit et vous ne voyez plus le temps passer. Et effectivement, c'est un ennemi puissant pour effectivement tous les services de SVOD. C'est très intéressant. Et c'est là où on voit que le streaming se régénère d'année en année et finalement il y a des offres nouvelles qui apparaissent qu'on n'avait pas prévues. Et le truc qui est stressant pour les acteurs du marché, c'est que finalement ça les oblige à revoir leur modèle économique et à se TikToker pour adopter les modes de consommation et de visionnage des jeunes sur ce réseau social. Oui, voilà. Mais c'est compliqué parce que c'est assez amusant de voir quand même depuis quelques années, il y a eu beaucoup d'initiatives comme ça, de plateformes qui se sont lancées sur des programmes très courts, verticaux, etc. Il y avait eu Canal qui avait lancé son offre il y a quelques années. J'ai même oublié le nom de la plateforme. Et même Xavier Niel avait lancé ce truc. Oui, bien sûr. Il y en avait 3-4, en fait. Bien sûr. Il y avait même une énorme structure qui avait été créée à Hollywood, qui a duré, pareil, c'était il y a 1 an et demi. Je suis désolé, j'oublie complètement les noms. Ça avait duré, et qui était censé proposer des programmes courts, etc. Pour adapter au mobile, Exactement. En quelque sorte, hein, voilà, qu'on snackait très facilement. Et à l'époque, c'était peut-être trop tôt, parce que vous n'avez aucune non-marché, tous les projets ont été abandonnés, donc faut voir ce qui va se passer, par rapport à ça, mais pas évident. Hein. Ouais. Pas évident. Dans l'actualité, alors peut-être est-ce corrélé justement à ce MIP, pas mal d'annonces concernant de nouveaux services de SVOD qui arrivent en France, Pascal. Oui, alors il y a une annonce qui date d'avant-hier, qui est Universal Plus, qui a lancé son service en France. Alors là, j'ai discuté avec des spécialistes du marché tout à l'heure et personne n'a vraiment compris ce qu'était cette annonce. En fait, ils annoncent le lancement d'un service de VOD, mais avec des chaînes, puisqu'il y aura 13e rue, Sci-Fi et une nouvelle chaîne DreamWorks. Donc on suppose qu'il va y avoir des chaînes linéaires et également du on-demand. Et là, pour le coup, le communiqué de presse est resté assez évasif, puisqu'on ne sait pas exactement comment il va être distribué, sachant que cette offre-là, Universal Plus, existe en Espagne, en Amérique latine, en Inde et en Afrique. Et donc, si on se connecte, par exemple, sur l'offre Latino, on s'aperçoit que c'est un site de SVOD classique dans lequel il peut y avoir du linéaire. Voilà. Donc, c'est un espèce de produit hybride. Je rappelle aussi qu'Universal a un produit phare aux États-Unis qui s'appelle Peacock. Donc, est-ce que le fait de lancer Universal Plus fait que Peacock n'arrivera pas en France ? Voilà, il y a toutes ces questions-là que tout le monde se pose et pour l'instant, personne n'a une réponse, puisqu'on est juste limité à un communiqué de presse pour l'instant. Voilà, et est-ce que c'est Canal qui va distribuer ces chaînes-là ? Enfin, il y a toutes ces questions aussi. Tout à fait. Alors souvent, lorsque ces services sont annoncés et qu'un deal a été fait avec un distributeur, en l'occurrence Canal, je rappelle que ce soit pour Disney+, ou pour Paramount+, l'annonce de la distribution exclusive par Canal, en plus de l'OTT, était annoncée dans le communiqué de presse de démarrage. Oui, là, c'est ça. Ils ont dit qu'ils communiqueraient ultérieurement sur la distribution. Donc, on va attendre. Voilà, Universal qui, bien évidemment, a du contenu à l'appel, hein, du fonds de catalogue aussi, avec DreamWorks. Ouais, mais il faut des nouveautés pour alimenter Aujourd'hui, la guerre, elle est sur les nouveautés. Voilà, pas sur le fonds de catalogue, non. En fait. Alors, Guillaume, la guerre est sur les nouveautés, mais en fait, il y a un phénomène qui est en train de se produire, c'est que on voit que l'économie des chaînes, en particulier en dehors des grosses chaînes, sont des chaînes soit thématiques, soit des chaînes complémentaires de la TNT un peu partout dans le monde. Ces chaînes-là achètent de moins en moins. Et donc, la difficulté pour ces studios, c'est aussi de rentabiliser le fonds de catalogue en l'exploitant eux-mêmes. Alors, ils ont perdu des milliards d'investissements, mais aujourd'hui, ils ont la main. Ils peuvent brander leurs offres, ils peuvent les commercialiser gratuitement ou en payant, en mettant quelques exclusivités. Et en plus, maintenant, ils ont l'arme de la publicité.
Donc on est vraiment sur une mutation très profonde du marché. Et certains disent même que les chaînes de télévision telles que nous les connaissons, ça sera plus que de l'événementiel, de la news et du sport. Et tout le reste sortira, le flux, etc. Alors évidemment, il y a des combats, puisqu'en France, on a des gros producteurs de flux qui disent le contraire. Mais bon, ça, c'est l'histoire qui nous racontera. Alors, on a parlé d'Universal Plus, et donc la grosse actu, c'est Paramount Plus. Cela, on se doutait du lancement d'ici les semaines qui viennent. Ça y est, c'est acté là aussi, et c'est tombé il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, voilà. C'est tombé ce matin. Donc, il y a une conférence cet après-midi au MIP, justement, du patron Europe de Paramount. Donc, Paramount Plus, 7,99, une pure offre de SVOD, avec tous les contenus Paramount à l'intérieur. Il y a une équipe qui a été montée en France. Donc là, ça devient un concurrent direct de Disney+, d'Amazon et de Netflix sur le territoire français, avec évidemment toute la richesse du catalogue. Donc, ils ont listé dans le communiqué tous les contenus qu'ils allaient mettre, toutes les exclusivités qu'ils allaient avoir. Évidemment, quand on pense à Paramount aussi, on pense à Tom Cruise et on pense à Top Gun, qui est aussi en train de faire un carton VOD en ce moment. Bah oui, un jour, les 2 Top Gun arriveront sur la plateforme Paramount+, si tant est que Paramount signe l'accord sur la chronologie des médias. Mais voilà, ça fait une plateforme de plus, et donc il va falloir compter ses sous pour savoir à quelle plateforme on s'abonne. Voilà, et ça ne sera pas dans des packages, MyCanal, des choses comme ça. Comment ça va se passer ? Gratuit pour les abonnés de Canal. Donc c'est Canal qui paye Paramount pour l'offrir à ses abonnés, et donc il y a une rémunération qui remontera sur Paramount, et Canal fera un pack dans lequel il y aura sans doute Netflix, Disney+, Paramount+. On verra l'offre le 1er décembre. Après, bon, tu parlais de Top Gun, le nouveau, là, ça sera dans 17 mois, enfin, ou dans 15 mois, puisqu'il y a la chronologie des médias, c'est pas pour tout de suite, et il passera avant sur Canal, comme à chaque fois. Parce que je sais pas si vous avez suivi là, ce qui s'est passé sur le Black Panther de Disney, qui finalement va sortir en salle. Tout à fait. Après un petit coup de pression, de Disney sur le CNC, et même si le CNC n'a pas confirmé, Disney, enfin en substance, disait qu'ils avaient pris bonne note d'un point que devait se faire le marché début 2023, si je ne dis pas de bêtises. Je pense, Pascal, tu dois savoir. Alors, je vais vous dire exactement ce qui se passe. Il y a une première réunion le 4 octobre, et au cours de cette réunion à laquelle il y avait plus de 60 participants représentant l'ensemble des organisations professionnelles avec toutes les plateformes, tous les distributeurs, les exploitants, les chaînes de télévision, chacun a eu l'occasion de s'exprimer pendant 2 très longues heures. Et à partir de là, le CNC, sous l'égide de Dominique Boutonnat, son président, a fixé 2 nouveaux rendez-vous, un fin novembre et un en janvier, pour justement prendre toutes les observations de tous les acteurs du marché et travailler sur un nouveau document, puisqu'il y avait une clause de revoyure de prévu pour le mois de février. Donc il y a encore 2 rendez-vous qui devraient avoir lieu. Disney participait, s'est exprimé et a donné ses arguments. Et maintenant, la balle est dans le camp des pouvoirs publics et de toute la profession, parce que je rappelle que la chrono, c'est un accord interprofessionnel, et de voir comment vont bouger les fenêtres. Par exemple, les éditeurs de VOD classiques, de TVOD, ont demandé d'avoir une fenêtre à 3 mois, c'est-à-dire de l'avancer d'1 mois, et d'avoir une fenêtre d'exclusivité, donc de 3 mois avant Canal. Voilà, donc, tout le monde est en train de se battre. La SVOD, beaucoup la demandent à 12 mois, avec les mêmes engagements que Canal. Donc les discussions sont ouvertes, personne ne sait ce qui va en sortir. Dans tous les cas, c'est ça qui a fait que Disney a dit « Ok, les discussions sont ouvertes, on ne va pas remettre en difficulté », parce que je rappelle que le précédent opus avait fait presque 4 millions d'entrées en salle. On ne va pas tirer avant d'avoir été attaqué. Donc ils mettent le film en salle, et pendant ce temps-là... Ouais, mais ils mettent quand même un vrai coup de pression. Très clairement au pouvoir public et aux exploitants, puisque leur discours, il est de dire ok, on vous laisse une dernière chance. Ouais, mais sinon après on ne sort plus les films en salle, et qui va payer la cuenta à la fin? Les exploitants. C'est ça le coup de pression qu'ils sont en train de mettre. Ouais, surtout. Alors il y a aussi le phénomène que les entrées salles sont pas très bonnes sur la rentrée, mais il faut savoir aussi que les chaînes sont vent debout. Surtout Canal. Non, Canal est très content. Maxime Sadat, qui était très content de la chronologie des médias. Par contre, mais je parle du fait que les autres plateformes, les plateformes américaines, poussent à réduire le délai. Oui. C'est pas dans l'intérêt de Canal, en fait. Au contraire, même. Et la position de Canal est même de dire attendez, ça fait 3 ans qu'on a discuté pendant 3 ans pour arriver à ce nouveau système. Ça fait même pas 1 an qu'il est en place. Oui, et on le rediscute maintenant, en fait. Donc, c'est pour ça que Canal est pour le statu quo total. On reste à 6 mois pour Canal. Ce qu'il faut noter, c'est que hier, alors là, les annonces tombent heure par heure, on a appris que M6 attaquait au Conseil d'État le décret SMAD, c'est-à-dire en gros le décret qui met en place
tout ce que demande de faire la chronologie des médias. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment des grandes divergences de toutes parts, chez les exploitants, chez les distributeurs, chez les studios et dans les chaînes. Et franchement, personne ne sait à quoi on va arriver au début d'année prochaine. Mais en gros, c'est une vraie question. Pascal, en gros, pour faire simple aujourd'hui, un film sur une plateforme de SVOD est diffusé 17 mois après sa sortie en salle. Ce que veulent Disney, Netflix et consorts, c'est de réduire en fait ce temps. Et c'est quoi l'objectif? Ça serait 12 mois? Pardon, petite précision, alors, surtout Disney. Puisque Disney, contrairement à Prime ou Netflix, sort aussi des films en Oui, bien salle. sûr, c'est ça. Ouais. Donc eux, ils sont vraiment... Mais ça pourrait être le cas de Paramount et Tout à fait. des autres services. Mais ils n'ont pas le même poids. Aujourd'hui, les plateformes qui signent des accords avec les organisations professionnelles du cinéma ont un délai à 15 mois. Ça, c'est Netflix. Les autres sont à 17 mois. Et la demande des plateformes, c'est de remonter à 12 mois. Et Canal veut une fenêtre d'exclusivité du 6 au 15e mois, c'est-à-dire une exclusivité de 9 mois. Donc c'est toute la difficulté du système de retrouver un équilibre avec une pression de plus en plus grande. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'économie du cinéma français, l'abondement des studios américains est très important, puisque en année normale, les Américains font 60% des entrées salles, donc la TSA, qui est la taxe additionnelle sur les entrées salles, qui est perçue au niveau de l'exploitation du ticket de la salle, c'est les Américains qui en sont les premiers contributeurs. Idem, quand on parle de la TSV, la taxe sur la vidéo, les films qui se vendent le plus, ce sont aussi bien en DVD, en Blu-ray qu'en VOD ou en IST, ce sont les films américains. Donc ils ont une vraie place dans la discussion. Ouais. Et c'est là où le débat commence. De toute façon, pour l'instant, franchement, personne ne sait ce qui va se passer. Eh ben, on aura plein de choses à raconter dans les semaines et mois qui viennent. Merci beaucoup Pascal, profite bien du soleil cannois. Alors je ne sais pas si tu vas beaucoup le voir, mais je pense que tu seras surtout dans des auditoriums à écouter ce que disent tous ces acteurs de la SVOD. Et on se retrouve le mois prochain. Merci beaucoup Pascal. Merci à tous, merci François, merci Guillaume. À bientôt. Pascal. Et on enchaîne tout de suite avec Guillaume pour connaître les séries qui ont le plus buzzé sur Sens Critique. Et c'est un excellent cru que ce mois d'octobre-novembre. Guillaume donc, allez, on plonge dans les séries. Ouais, mais on va faire une petite parenthèse avant le top 5. Ouais, on va se faire un petit point d'étape sur le Seigneur des Anneaux, enfin les Anneaux du Pouvoir. On en parlait le mois dernier. Exactement, c'était les premiers épisodes, donc je voulais vous faire un droit de suite, comme on dit. Puisque... Le droit de réponse de Guillaume. En tout cas, il fallait attendre que la série soit terminée. Elle s'est terminée. Et les retours moyens se confirment. Voilà, c'est pas une série qui a emporté les foules par sa qualité. Les audiences étaient là, même si Prime est assez flou. Ouais, alors ils donnent des chiffres comme ça parce qu'ils se doivent d'impressionner tout le monde. Mais globalement, voilà, c'est pas d'un point de vue qualité, on va dire, et sur le cœur de cible des gens qui aiment les séries, ils sont peut-être un peu passés à côté. Bon. Ils ont signé 5 saisons, donc puis vu ce que ça leur a coûté, ils vont les faire. Mais il n'y a pas l'engouement, non. En tout cas la confirmation. Tout le monde la regarde, parce que tout le monde veut la regarder. Voilà. Mais il y a quand même un sentiment de déception tout à fait. De la part des spectateurs. Ouais, et le principal sentiment, en 2 mots, c'est que la série n'a vraiment démarré que dans les tout derniers épisodes. Elle a été très longue à être mise en place. Après, ça peut donner peut-être une très bonne deuxième saison. Etc. House of the Dragon, là, c'est pas tout à fait fini, mais c'est mieux noté. Après, c'est mieux apprécié, nettement mieux. Après, on n'est pas dans un emballement, rien à voir avec Game of Thrones, faut être clair. D'accord. Alors, maintenant, le top 5 des séries qui ont le plus buzzé sur Sens Critique. Rappelons que comment fonctionne Sens Critique, Eh bien, les gens qui donnent leur avis à travers des notes, la communauté du site, etc. Voilà, notes, critiques, et c'est effectivement tout ça, grâce à vos algos, ressortent des notes qui sont évidemment très scrutées. Tout à fait, et puis ça nous permet aussi de savoir un petit peu les séries dont une certaine population parle, je répète, plutôt moins de 40 ans, oui, bien sûr. Et très engagée. Voilà, notre audience ne regarde pas trop TF1, si je caricature, mais sans jugement de valeur. Voilà, on est sur une audience un petit peu plus exigeante, mais c'est vrai que ça donne un bon observatoire
de ce qu'il se passe. Cela dit, quand on voit l'une des séries qui a le plus buzzé, là, ça va au-delà de la cible de Sens Critique, puisque Oui, complètement. ça a été un carton incroyable. C'est la fameuse série sur Jeffrey Dahmer qui a été mise en ligne sur Netflix. Tout à fait, Dahmer. Moi, je me suis cramé en un week-end. J'ai pas encore, moi-même, je l'ai pas encore regardé. Bon, c'est le serial killer du moment de Netflix. Hein. On en a un tous les 2-3 mois. Bon, celui-ci, il est assez connu quand même. Ouais, Jeffrey Dahmer est bien gratiné quand même. Ouais, hein. il fait partie des j'ose pas dire ça, des très grands serial killers. En tout cas, ceux qui ont vraiment marqué les États-Unis. Hein. Son surnom, c'était le cannibale de Milwaukee, puisque ce cher Jeffrey avait deux grandes passions dans la vie: tuer des gens et manger. Ouais. Voilà. Et il a relié ces deux passions. Bon, je vais arrêter de plaisanter parce qu'en vrai, c'est une série, alors je vais tout de suite le dire, elle a plutôt très bien marché chez nous. Elle a été très appréciée parce qu'en fait, de ce qu'on sent, c'est que Netflix est allé beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on reproche souvent à Netflix que leurs programmes soient un peu aseptisés, lisses, etc. Là, ils ont poussé les curseurs très fort. Ils ont fait confiance à Ryan Murphy, très grand créateur de séries. Heureusement qu'ils ont ce contrat avec Ryan Murphy qui... alors on va voir à la fin du temps, parce qu'il y en a deux dans Ryan Murphy, un petit peu moins bien en termes de notes. Mais malgré tout, qui fait le buzz aussi. Qui fait l'actualité. Donc voilà. Et donc en gros, c'est très réussi. La série, je répète, donc faut le savoir, elle est vraiment malsaine, elle est très choquante, c'est oppressant. Ça va assez loin vraiment dans l'image. Donc je préviens vraiment, il y a des gens qui n'ont pas été au bout à cause de ça, très clairement. Il y a deux autres sujets que traite la série qui sont assez intéressants et assez originaux. Le premier, c'est qu'il y a un vrai point de vue sur les victimes. C'est-à-dire qu'il y a tout un... On suit vraiment les victimes. Ouais, mais c'est plutôt rare. En général, tu sais, dans les séries de serial killer, la star, c'est le serial killer, et puis les victimes n'existent pas vraiment. Là, elles existent vraiment avec leur famille, etc. Donc c'est assez dur aussi. Oui, c'est ça. Ça donne encore plus de puissance en fait au drame, parce qu'on suit en fait la personnalité des victimes. Exactement. Il y a un autre point qui est intéressant, et je terminerai. Notamment on va dire la victime principale, enfin c'est un peu malheureux ce que je dis, mais en tout cas la dernière victime de Jeffrey Dahmer, dont on raconte un petit peu l'histoire, etc. Et c'est assez impressionnant. Il a humanisé en fait des personnages qui le sont rarement en fait dans ce type de série. Il y a un autre point qui est assez intéressant, c'est que c'est aussi une plongée dans l'Amérique des années 80. Alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui on idéalise beaucoup les années 80 et notamment les des années 80 avec Stranger Things, etc. Et là en fait ça nous rappelle que c'était pas les années 80, c'était il y a très longtemps en fait, notamment sur tous les sujets de tolérance, de racisme, de féminisme, etc. Sujet, on va dire, récurrent avec le réalisateur. Hein, oui, avec Ryan Murphy, bien sûr. Ryan Murphy fait toujours des séries où il y a toujours une seconde lecture, on va dire. Et là, il ne s'est pas gêné pour le rappeler. Et à noter aussi, enfin, l'excellente performance de Evan Peters. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'adaptations sur Jeffrey Dahmer. Il y a eu plusieurs films, des docs. Il y a d'ailleurs un doc qui est en train de remonter. Qui remonte en trois parties, parce que là, on a un peu le côté... on voit un petit peu la réalité au-delà de la série. Bref, voilà, donc c'est 7,2. C'est pas un chef-d'œuvre, mais on commence à rentrer vraiment dans les bonnes séries. Dans les séries qui buzzent aussi, c'est une série qui est diffusée sur MyCanal qui s'appelle Tokyo Vice. Tout à fait, Tokyo Vice, alors diffusée sur Canal mais HBO Max, on en parle souvent, puisque normalement les séries HBO sont sur OCS mais de moins en moins. Et là Tokyo Vice, alors on part encore dans du true story, puisque c'est une histoire vraie, c'est une plongée en fait dans le monde des Yakuza, dans le Tokyo des années 90. En deux mots, c'est un jeune Américain qui va en fait devenir le premier journaliste étranger, enfin le premier étranger à avoir sa carte de journaliste dans les années 90. C'est très dur de travailler au Japon, pour ceux qui ne savent pas. Et on se rend compte de la communauté japonaise, on va dire de l'autarcie de cette île. C'est un autre monde. Voilà, pour qu'un occidental rentre dans une rédaction comme ça d'un grand quotidien japonais, c'est vraiment une prouesse. Il y avait même, on sent même le racisme en quelque sorte quand il arrive dans cette rédaction. C'est assez fort. Très bonne série que j'ai vue aussi. Écoute, oui, chez nous c'est 7,3, c'est très réussi. C'est vraiment une plongée en fait au cœur du système des Yakuza qui est très étonnant. Attention, c'est différent de la mafia. Les Yakuza par exemple ont pignon sur rue. Avaient un peu moins maintenant, ça a changé, mais bref. C'est tiré donc d'une histoire vraie de Jack Edelstein qui avait d'abord écrit un livre en fait, et en fait la série est tirée de ce bouquin. C'est très réussi, c'est très dépaysant, je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais c'est assez intéressant parce que d'une part, on va rentrer dans un univers qui nous est vraiment très très peu familier, et en plus c'est très bien réalisé, c'est très bien produit. Le premier épisode notamment est réalisé par Michael Mann.
Voilà, ça donne un petit peu la tendance. Donc là aussi, une belle réussite. Grand réalisateur de films d'action des années 90, 2000, etc. Enfin, tout à fait. Et ce qui fait un des derniers points sur le succès de la série, c'est son réalisme. Il faut savoir que Jack Adelstein a lui-même participé en fait à l'écriture de la série. Pour l'anecdote, le créateur de la série est un de ses potes d'enfance. Tiens, voilà. C'est étonnant. Enfin, là aussi, plongé dans un milieu assez étranger. Voilà, c'est vrai qu'on ne connaît pas trop un petit peu le fonctionnement du Japon, et c'est vraiment très réussi. Disney+, maintenant, avec une autre série qui buzz pas mal en ce moment. Oui, et qui est encore mieux notée, The Bear, qui est sortie la fin septembre. Alors c'est intéressant parce que c'est une nouvelle série adulte qui vient renforcer, on va dire, le positionnement de Disney+, qui de plus en plus veut proposer des programmes. Il y a eu The Old Man récemment, etc. Donc on va vers le terrain très bien aussi, HBO, The Old Man. bien sûr, très bonne série avec Jeff Bridges, excellent. Exactement, mais qui n'est pas terminé. C'est pour ça que je vous en parle pas. Je vous en parlerai peut-être la prochaine fois. Et donc The Bear, en 2 mots, c'est l'histoire de Carmi qui est jetée dans les cuisines bouillonnantes de stress d'un espèce de fast-food boui-boui qui était tenu par son frère qui s'est suicidé. Et donc voilà, et vraiment il se retrouve jeté là-dedans et nous on se retrouve jeté avec lui. C'est une série avec un rythme incroyable. C'est des prouesses techniques de réalisation. Ça va à 200 à l'heure. On est en apnée quasiment quand on regarde la série. Alors en plus, c'est avec Jeremy Allen White, pour ceux qui s'en souviennent, pour ceux qui ont aimé Shameless. C'était un des héros de Shameless. Tous les gens qui ont vu Shameless se souviennent du personnage de Lip, qui était un personnage hyper iconique. Donc c'est un rôle en plus sur mesure pour lui. Voilà, et c'est 7,7 chez nous. 7,7 ouais, on est quasiment dans une des, on va dire dans les 2-3 meilleures séries d'année. Ouais, très probablement. Et je vais terminer par vous citer un de nos utilisateurs qui est assez bien, qui nous donne un conseil en fait pour bien regarder la série, Mr Grama. Il faut idéalement tout regarder d'un coup pour se prendre le marathon en pleine figure et ressentir l'état d'épuisement dans lequel la série nous laisse. C'est ça, c'est vraiment cette immersion. C'est filmé à la première personne. Là, on voit quelques images, mais ça n'arrête jamais. C'est du stress. Il y a des moments touchants, de la comédie. C'est très réussi et c'est assez original dans sa proposition. Voilà, encore une fois, Disney+, qui essaie de se démarquer avec des contenus très premium, de qualité. Dans les autres séries qui buzzent, il y a une série sur Arte. Tout à fait. Le monde de demain et encore du True Story. C'est la semaine du True Story. Cette semaine, il n'y a que des histoires vraies. Et là, alors, ça parle du groupe NTM. On avait déjà eu le film l'année dernière, Suprême, qui avait été présenté à Cannes, qui avait plutôt un bon accueil. Et là, cette fois, on va se positionner alors un petit peu avant. Enfin, on va être vraiment à la genèse du hip-hop en France. Et donc, on va suivre les parcours de Bruno Lopez, Didier Morville et Daniel Bigeot. J'insiste parce que c'est à l'époque où ils n'étaient pas encore NTM, en fait. On voit vraiment ces jeunes qui voient la culture hip-hop arriver en France. Le premier breakdance, Sydney à la télé, pour ceux qui se souviennent, HIP, HOP. Voilà, moi j'avais 12-13 ans, donc je m'en souviens bien. Je suis sûr que tu faisais ça dans ton salon. Ouais, tout à fait. Oui, comme ça. Ouais, comme ça. Voilà, donc on est vraiment au tout début de l'aventure. Ce qui est assez intéressant là aussi, et c'est ce qui fait un peu la qualité de toute façon de toutes ces séries, c'est qu'on sort vraiment notre quotidien et on se replonge dans les années 80. Et là aussi, alors, les années 80 françaises avaient ce qu'elles avaient de bien, mais ce qu'elles avaient de moins bien aussi, évidemment, les premiers problèmes de banlieue, Malek Ousekine en 85 ou 86, je ne sais plus. Le sida, enfin tout ça. Le sida, voilà, on se replonge vraiment dans cette époque avec ses bons et ses mauvais côtés. Bien sûr. Et c'est en fait une très belle peinture. Et chez nous, c'est là aussi très très bien noté. On a 7,6. Donc là aussi, on tutoie les sommets. Ouais, c'est vraiment un bon cru ce mois-ci. Et dernier point, c'est assez intéressant parce qu'à NTM, on parle très souvent de Joey Star et de Cool Chain, mais il faut savoir que c'était aussi DJ Dynasty qui a été un petit peu, donc c'est le jeune blond qu'on voit sur l'écran, qui a été le premier DJ en fait qui s'est vraiment intéressé au hip-hop. Tous les rappeurs de cette époque lui rendent hommage parce que c'était un peu c'était un petit peu le pape. Enfin, un très jeune pape, puisque personne ne le connaissait. C'est quelqu'un qui sort de nulle part, d'ailleurs, comme le reste de NTM. Et voilà. Et là aussi, c'est très bien réalisé. Ça fonctionne vraiment très, très bien. Et la série va s'arrêter là où Suprême commence, c'est-à-dire au début, véritablement, d'NTM. D'ailleurs, je me dis que j'aurais dû me poser la question que je n'ai pas faite. Je ne sais pas s'il y aura une saison 2, mais j'aurais dû me renseigner. Désolé.
Et on va terminer avec une série qu'on a évoquée rapidement, brièvement, sur Netflix, c'est The Watcher aussi. Tout à fait. The Watcher, encore Ryan Murphy. Spécial Halloween, forcément. Tout à fait. Et encore du true story, puisque c'est inspiré d'une histoire vraie. The Watcher, c'est le genre de pitch qu'on adore, en fait. C'est les pitchs à la Netflix, c'est-à-dire que tout de suite, on est excité. Donc, c'est une belle famille américaine qui va s'installer dans une maison, dans un quartier très cossu, ambiance un peu Desperate Housewives. Tout est beau, tout est propre, les voisins ont l'air hyper sympas, c'est idyllique. Eh ben non, vous en doutez. Non. Bien sûr que non, ça va commencer par un petit courrier anonyme d'une personne qui leur indique que dorénavant, elle va veiller sur eux. Et au même titre qu'elle surveille la maison, de fait maintenant, elle va les surveiller. Bref, on part dans une ambiance thriller très angoissante avec comme ça une espèce d'entité, on ne sait pas très bien, qui est globalement là pour pourrir la vie de cette famille. C'est assez oppressant, ça fait vraiment très peur. On ne sait jamais. On oscille en fait entre le thriller et le fantastique, et je ne vous révélerai pas la fin, mais c'est moyen chez nous. C'est 5,9, c'est pas une cata. Mais 5,9, c'est moyen. Et en 2 mots, la série part très très fort. Le début a vraiment convaincu tout le monde. Cette montée en tension, cette montée en puissance de cette oppression de cet étranger qui les surveille. Mais patatras, les derniers épisodes, à première vue, sont assez loupés. En 2 mots, alors, c'est comme c'est tiré d'une histoire vraie. La pas série... trop de spoil, hein. Non, justement, la série s'est détachée de l'histoire. Voilà. Ah oui, donc c'est pas grave si vous regardez. Ouais. D'ailleurs, c'est 2 histoires même qui ont été combinées. C'est inspiré, hein. C'est pas du tout. On n'est pas dans une logique comme Dahmer ou quoi, qui est quand même assez scrupuleuse. Donc voilà, donc ça se regarde bien comme ça, mais il y a beaucoup de chances pour que vous soyez déçus par la fin. Avec toujours les acteurs iconiques de du Naomi réalisateur. Watts et l'homme, j'ai oublié son nom. Bon, c'est pas grave. En tout cas, très bien dans Boardwalk Empire. Très bonne série. Voilà pour les séries qui buzzent actuellement. Tiens, moi je suis sur la dernière série de Florence Foresti qui est en train d'être diffusée sur MyCanal, Désordre, qui est assez étrange en fait. C'est un peu léger. Voilà, c'est un peu léger. C'est assez dramatique à certains moments. C'est l'histoire d'une quelque chose d'un peu dramatique. Voilà, d'une humoriste, mais qui est sous antidépresseur et qui n'a pas forcément un quotidien qu'on pourrait imaginer. C'est assez étonnant, mais on en reparlera peut-être. Non, chez nous, ça marche même pas très bien. Ça marche pas très bien. Non, c'est pas très sens critique. Et puis après, les premières notes sont pas très bonnes. Il y a des moments marrants parce que c'est Foresti. Oui, c'est Foresti, forcément. Voilà. Mais en vrai, c'est pas hyper bien. C'est-à-dire qu'elle va toucher, à mon avis, son public. Ah oui, je pense que à mon avis, c'est un carton pour Canal. Mais c'est vrai que pour sa première série, la communauté de Sens Critique, c'est peut-être un petit peu hors sujet. Ouais. Merci beaucoup, Guillaume. Tu restes avec nous parce qu'on va accueillir tout de suite notre invité. On va parler son et de bulles acoustiques puisque c'est un nouveau concept que lance Fnac Darty. On en parle avec notre invité tout de suite. Allez, notre invité maintenant pour terminer cette ultra haute émission sur la chaîne Tech & Co. Nous accueillons Guillaume Stéphane Gissi qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour François. Vous êtes chef de produit audio Fnac. Tout à fait. Et oui, la Fnac qui, bien évidemment, dont on ne présente plus les qualités et le métier de distributeur depuis de très nombreuses années, depuis des dizaines d'années. À noter que nous, en partenariat avec la Fnac, la chaîne Tech & Co, bien sûr, on vous propose d'ici la fin de l'année, tout au long de ces fêtes de fin d'année, de choisir vos produits high-tech et on vous donne des conseils. Cela dit, là, c'est un autre sujet qui n'a rien à voir. C'est une nouvelle expérience que vous proposez en fait à certains de vos clients dans certains de vos magasins. C'est la bulle acoustique. Stéphane, et vous êtes là pour nous expliquer un petit peu ce que c'est. Alors la bulle acoustique, c'est un concept qu'on a souhaité, qui est complètement tourné vers l'expérience. C'est en fait une espèce de cocon sonore dans lequel nos clients vont pouvoir découvrir des produits, découvrir l'audio dans ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Donc des produits avec une qualité de son très très bonne, des produits qui sont connectés. Ouais. Et puis c'est un lieu vraiment, quand je disais cocon, c'est un lieu qui est idéal pour écouter tranquillement ces produits-là en pouvant pousser le volume, en pouvant écouter à niveau réaliste, comme si on était au concert, en étant isolé phoniquement du magasin. Donc ça veut dire qu'on n'a pas les bruits, le brouhaha du magasin. On peut à l'inverse faire le bruit qu'on veut à l'intérieur. Et donc on a sélectionné des produits qui sont, à notre sens, qui intéressent le plus les gens aujourd'hui. C'est-à-dire des produits qui sont très beaux,
L'esthétique est essentielle parce que si on ne trouve pas que le produit a sa place dans notre salon, c'est pas la peine de le présenter. Qui sont très bons acoustiquement. Ça veut dire qu'on est dans l'esprit de la hi-fi, même si je me méfie de ce terme-là, parce que c'est un terme qui, pour certains, est un peu poussiéreux. Pour d'autres, qui fait un peu peur, parce que c'est tourné vers la technique. Donc, quand je dis hi-fi, c'est simplement pour dire que la qualité de son est dans ce qui existe de mieux aujourd'hui pour restituer de la musique ou du son cinéma. Et puis, c'est des produits qui sont, comme je le disais, complètement connectés. Donc, c'est les usages d'aujourd'hui. On pilote avec son smartphone, sa tablette. Et c'est des produits qui sont simples à utiliser, à mettre en œuvre. Voilà. Ça, c'est les qualités qu'on a essayé de réunir au sein de la bulle acoustique. C'est rigolo parce que Guillaume, on a connu les FNAC quand on était beaucoup plus jeune et ça existait déjà, ces bulles. Enfin, on avait des zones dans les FNAC où on s'installait, il y avait un fauteuil, il y avait des enceintes un peu partout, on pouvait écouter des CD à l'époque pour se faire une idée en fait des enceintes pour les plus mélomanes d'entre nous. Oui. Finalement, vous renouez avec quelque chose que vous aviez quasi inventé au tout début, non? Alors effectivement, le concept de l'auditorium, donc de la pièce fermée, un peu isolée, dans laquelle on peut écouter dans de bonnes conditions, ça existe depuis un certain temps. C'est pas forcément la FNAC qui a inventé le concept. Par contre, on se rend compte que c'est un concept qui a beaucoup de mal à exister, et encore plus aujourd'hui, parce que ça suppose une pièce qui est à l'écart du magasin, qui est un peu cachée, qui est pas facile d'accès. Il y a une porte pour entrer, les gens hésitent à s'y engager. Ouais. Alors que la bulle acoustique, c'est une grande cabine qui est en plein milieu du rayon, au cœur de là où vit le rayon son à la FNAC. Et avec 2 grandes portes d'entrée, les gens peuvent circuler dedans, traverser. Et puis, on a un vendeur expert à l'intérieur qui va à tout moment proposer de privatiser pour quelques minutes la bulle. Il ferme les portes et là, on est dans un cocon, on est bien, on est dans un décor agréable et on peut s'asseoir, écouter dans les conditions idéales les systèmes sonores, les systèmes audio dont je parlais. C'est que pour la musique ou c'est aussi valable pour le home cinéma? Alors, ce qui s'applique à la musique, ça s'applique aussi au home cinéma. C'est-à-dire que ce qu'on veut montrer, démontrer, c'est qu'aujourd'hui, le home cinéma, ça ne se résume pas aux barres de son d'un côté et ensuite au système avec plein d'enceintes autour de soi, ce qui est une solution très bonne acoustiquement, mais pas réaliste dans un salon. Bien sûr. Et aujourd'hui, ce qu'on veut montrer aux gens, c'est qu'une bonne paire d'enceintes, parce que là, on se parle d'enceintes majoritairement par paire pour avoir de la stéréo. Ça fait très très bien le boulot pour du home cinéma aussi, ce qui est très bon en musique et souvent très bon aussi pour le home cinéma. Et on retrouve cette dimension de son spatial, mais non pas recréé de manière artificielle avec de la psychoacoustique ou des algorithmes. Non, là on est vraiment dans tout le contenu sonore qui est dans l'enregistrement, que ce soit de la musique ou du home cinéma. Bien sûr, et puis aujourd'hui avec le Dolby Atmos, on a même du son qui est en 360, enfin il y a des expériences aujourd'hui sonores qui vont bien au-delà de l'expérience du cinéma. Guillaume? J'ai une petite question, je me demandais depuis 2-3 ans, on va dire que les usages en streaming ont complètement explosé, notamment accélérés par le Covid. Est-ce que le son, c'est un marché qui est en pleine croissance, en explosion, ou pas plus qu'avant? Est-ce que les gens se concentrent toujours que sur leur télé, ou est-ce que maintenant le son est devenu un élément essentiel? Le son est devenu omniprésent, la musique est devenue omniprésente. L'explosion de ce marché-là, elle est venue au début des années 2000 avec la dématérialisation du son et de la musique. Donc tout ce qu'on a connu, le MP3, le sans fil, Internet, le téléchargement, puis le streaming. Tous ces nouveaux usages ont complètement bouleversé l'approche que les gens ont de la musique. C'est-à-dire qu'on a accédé dans les années 2000 à une musique en quantité illimitée. Et donc la musique... Et avec une qualité aussi qui s'est rabaissée. Parce que tout à l'heure, je trouve intéressant ce que vous disiez la stéréo. Oui. Mais en fait, la stéréo n'existe quasi plus dans les systèmes sonores qu'on a aujourd'hui. On achète une enceinte Bluetooth qui fait boum boum, on la pose dans un coin et on a de la musique. Exactement. Et en fait, la stéréo, enfin pour les plus vieux que nous représentons peut-être sur ce plateau, ça a un vrai sens en quelque sorte. Alors effectivement, l'expérience musicale pour la majorité des gens aujourd'hui, c'est une source musicale ponctuelle, c'est-à-dire le son vient d'une enceinte qui est placée à un endroit dans le salon. Et toute la musique vient de cette petite boîte et semble émaner de cette petite boîte. Donc en fait, on a gommé toute la dimension spatiale du son, qui est essentielle. Et quand je dis spatial, c'est pas uniquement gauche-droite, parce que ça, on l'a encore au casque. Et c'est vrai que les gens utilisent beaucoup les casques aujourd'hui. Mais on a la gauche et la droite, mais le son reste au milieu de la tête.
Alors que quand on utilise une paire d'enceintes, et ça, il y a peu de gens qui l'ont expérimenté aujourd'hui, avec la simple stéréo, on a un son qui va bien au-delà des enceintes, c'est-à-dire que le son semble émaner de plusieurs mètres derrière les enceintes, derrière le mur de la pièce. On efface, on gomme le mur de la pièce dans laquelle on se trouve, que ce soit le salon ou autre chose. Et ça, c'est extraordinaire. Quand on ne l'a pas vécu, il y a un vrai effet waouh. L'effet waouh, c'est pas que les basses ou un son très puissant, c'est aussi, et j'ai envie de dire beaucoup... La scène sonore. La scène sonore, oui, exactement. C'est clair. Alors j'imagine qu'il y a des produits d'exception qui doivent coûter plusieurs milliers d'euros, non? Enfin, voilà, il y a de tout. C'est vraiment réservé qu'aux élites, enfin l'élitisme, enfin aux mélomanes qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent, ou en testant cette bulle, on peut aussi, voilà, pour quelques centaines d'euros, s'offrir quelque chose de correct. Alors on a voulu faire une sélection très large, donc on démarre sur la partie enceinte, système d'enceinte, à peu près autour de 1 000 euros, et on va monter au-delà de 10 000 euros. Donc sur des systèmes très très bons. On veut donner vraiment un aperçu de tout ce qui existe de mieux pour des budgets donnés, on va dire. D'accord. Ouais. Donc c'est vrai que les gens aujourd'hui couramment vont dépenser 1 000 euros pour un smartphone. On ne considère pas que ce soit choquant aujourd'hui d'investir plus de 1 000 euros dans un système de son qui, je le disais juste avant, va servir non seulement pour la musique quand la télévision est éteinte, mais dès qu'on allume sa télé, eh ben on a un home cinéma. Donc c'est le même produit qui est multi-usage. Et puis si on veut juste avoir un fond sonore chez soi, quand on fait la cuisine, quand on va qu'à ses occupations, eh ben, on peut utiliser le même système avec le son beaucoup plus bas, ça fait tout à fait le job. Donc c'est un système qui peut tourner tout au long de la journée avec différentes manières de l'utiliser, différents usages. Il y a le vinyle aussi. Qui est aussi, enfin j'allais dire une nouveauté, c'est quand même paradoxal de dire ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui à la Fnac, vous vendez de plus en plus de vinyles, il y a des bacs à vinyle où on peut, comme on le faisait, choisir un petit peu ses albums préférés, etc. On peut aussi tester l'expérience vinyle. Absolument. Dans ces bulles acoustiques. On a évidemment toutes les sources principales existantes aujourd'hui, donc on a évidemment le streaming musical et vidéo, et on a une platine vinyle qu'on peut brancher à la demande sur n'importe quel système si on veut écouter ce que ça donne. On a une platine Blu-ray, UHD Blu-ray si on veut écouter et voir un spectacle home cinéma complet. Donc on va proposer vraiment toutes les sources possibles et on encourage vivement les gens à venir avec leur propre support. Et ça c'est hyper important quand on découvre, quand on veut vraiment avoir une idée de l'apport d'un bon système audio chez soi, c'est de venir dans la bulle acoustique avec sa playlist ou avec son disque, son CD, avec son vinyle. Les sons qu'on connaît bien pour voir comment ils sont restitués. Des choses qu'on connaît bien, qu'on a déjà écouté des dizaines de fois ou vu plusieurs fois et qu'on va là pour le coup vraiment redécouvrir. C'est cool. Et bien voilà. Mais alors bon, c'est pas dans toutes les Fnac, tout ça. Alors c'est pas dans toutes les Fnac. Pour l'instant, c'est un projet qui est au stade pilote. Donc on a équipé 2 magasins Fnac qui sont la Fnac Forum des Halles à Paris et la Fnac Bordeaux Sainte-Catherine. Voilà, c'est les 2 premiers magasins qui bénéficient de cette nouvelle expérience. Et l'idée, c'est petit à petit d'ouvrir ces bulles. Et l'idée, si effectivement nos clients plébiscitent ce concept et cette approche, qu'on espère vraiment, c'est de pouvoir déployer dans davantage de magasins, peut-être décliner dans différents formats, mais en tout cas, voilà, on pense que c'est la voie, la bonne voie. Ça répond vraiment à ce que les gens souhaitent, c'est-à-dire avoir une approche simple et complètement expérientielle, absolument pas technique, parce que ça, c'est important de le dire. Il n'y a pas une fiche produit, une fiche technique sur les produits qu'on présente. Donc il n'y a pas des watts, de la distorsion et des choses comme ça. Non, ça, on n'en parle pas. On peut en parler à la demande, si le client souhaite avoir des informations techniques. Mais c'est vraiment le ressenti sonore qui est le plus important. C'est le complément, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure sur le complément d'Internet. On trouve des foules d'informations et d'avis sur Internet, alors qu'il n'y a rien qui remplace l'expérience, l'émotion, les sensations qu'on a quand on écoute de la musique à un niveau qu'on va dire réaliste. Il n'y a pas que les oreilles qui captent le son, il y a tout le corps qui ressent les vibrations du son, et je ne parle pas que des basses non plus, c'est vraiment tout le spectre sonore. Il faut faire attention aux voisins aussi. Merci beaucoup Stéphane. Exactement. Stéphane Gissi, chef de produit Audio Fnac. Je crois qu'avec Guillaume, on va faire un petit tour à la bulle acoustique de la Fnac. S'inscrire, on peut y aller comme ça. Alors on peut y aller librement, on peut aussi prendre rendez-vous avec le vendeur pour avoir un créneau privatisé de 20 minutes et avoir le temps d'écouter tranquillement. Merci beaucoup Stéphane, chef de produit Audio Fnac. Et voilà, un grand distributeur qui innove et qui propose des services un peu plus expérientiels, on va dire. Et c'est avec notre invité que se termine cette UHE. Merci de nous avoir suivis. On sera là le mois prochain sur la chaîne Tech & Co. À très très vite.